Donc là, la deuxième présentation va être réalisée par Marlène en visioconférence, que vous pouvez voir sur la gauche. Tu nous entends bien, Marlène? Oui, Ok. pas de souci. Donc, Marlène Roland-Ménard, moi je travaille sur les sites de démonstration à l'IRSTEA avec Anne Vivier qui est chargée de mission restauration à l'AFB, à la DREC de l'AFB. Normalement, c'était Anne qui présentait aujourd'hui cette présentation, enfin, cette partie. Je vais essayer de la remplacer au pied levé, mais par avance, mes excuses pour les hésitations et les oublis sur cette présentation. Donc la question, c'était de présenter les suivis des travaux de restauration en cours d'eau. Donc globalement, ce qui va être présenté, c'est la question de pourquoi est-ce qu'on met en place un suivi, comment on définit un suivi, quels sont les principes d'un suivi, avec poser des hypothèses, définir des objectifs, choisir des indicateurs et comment on conçoit un suivi. Après, la question, c'est de savoir un peu où est-ce qu'on en est au niveau des pratiques en France et à l'étranger. Avec l'exemple du suivi scientifique minimal donc, sur lequel je travaille, et bon, évidemment une conclusion. Donc on peut passer. Alors la question, pourquoi est-ce qu'on met en place des suivis? Bon, je pense qu'en premier lieu, il y a la question de la DCE et la question des objectifs d'atteinte de bon état, et au bout d'un moment, il faut aussi savoir si les opérations de restauration, elles servent à quelque chose, quelque part. Et enfin, elles servent évidemment à quelque chose, mais l'objectif final, c'est quand même la DCE. Et aujourd'hui, on n'est pas vraiment capable de savoir dire si on va atteindre ou non le bon état après des opérations de restauration. Globalement, les travaux européens récents qui travaillent là-dessus, notamment Reform, le projet européen Reform et les publications comme Cale en 2015, donnent plutôt des effets positifs de la restauration sur les milieux. Donc si on peut passer, la diapo suivante, pardon. Ah, c'est allé trop vite là. Mince. Ouais. Normalement, il y en a deux. Voilà, encore une fois, parfait. Voilà. Mais en fait, il y a une très grande variabilité qui est associée à ça, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les publications, tant en France, à l'Europe qu'à l'international, c'est que même si en moyenne on a des effets positifs, on a une très grande variabilité en termes d'effets observés. Parfois même des effets négatifs. Et si on peut passer juste après, voilà. Et on reprend par exemple... Ah non, trop loin. La diapo 5, pardon, voilà. On reprend ce qu'a fait Cale en 2015, qui nous montre que, grosso modo, on a quand même des effets qui sont plutôt positifs. Donc sur le graphique, quand on est au-dessus de 0, c'est que l'effet est positif, en dessous de 0, l'effet est plutôt négatif. Donc on a des effets, comme on voit, qui sont plutôt positifs sur l'abondance, assez neutres sur la diversité, sauf pour les macrophytes, mais quand même une énorme variabilité liée à ça. Et donc notamment, ils expliquent que la diversité, c'est peut-être aussi lié à un délai dans la recolonisation, alors que si on parle juste en termes d'abondance, ça peut se faire plus rapidement. Donc cette fois, si on peut passer à la diapo 6. Donc sur toutes ces publications, donc là on a pris l'exemple de Cale, mais il y en a pas mal qui ont été faites, elles prennent, c'est souvent des méta-analyses, qui montre donc, comme on l'a dit, une grande variabilité dans les études de cas. Et souvent, ce qui est mis en évidence, c'est soit l'insuffisante prise en compte du contexte du bassin versant, soit les travaux qui étaient finalement inadéquats, notamment par rapport au bassin versant, par rapport aux spécificités locales. Soit il y a eu un problème de choix ou de mise en œuvre des suivis. Disons que problème de choix ou de mise en œuvre, disons aussi que parfois on est limité en termes de temps, en termes de financiers, en termes de moyens, et ce qui ne permet pas de voir ce qu'on voudrait voir, entre guillemets, de voir un effet positif. Du coup, toutes ces difficultés, finalement, elles rendent vraiment difficile l'évaluation de l'opération de restauration.
Et il est vraiment difficile de prévoir les effets d'une opération de restauration. Et finalement, parfois, on a quand même une incertitude sur comment on fait le suivi, déjà comment on fait les travaux, et ensuite comment on met en œuvre le suivi. Donc si on peut passer à la diapo 7. Donc la suite, c'est la définition d'un suivi, comment on le conçoit et ensuite l'état des lieux en France et à l'étranger, comme je vous l'ai dit. Donc un suivi, c'est quoi? C'est on identifie un problème, on récolte une série de données répétées, enfin on récolte des données de manière répétée dans le temps. Enfin, l'objectif est déjà préfixé à la base. Et on a une raison spécifique pour recueillir les données, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller au hasard se dire tiens, on va prendre ça et ça, on verra bien. Et l'idée, c'est de vérifier le niveau de conformité avec ce qu'on a comme objectif et avec de là où on part à l'origine. La question de ce suivi, c'est est-ce qu'on va changer ou pas avant, après restauration, bon, et de manière plus générale. Et l'idée, c'est de détecter les tendances d'évolution des milieux, des espèces, des facteurs écologiques. Et on peut notamment se faire par rapport à une référence, à un modèle choisi. Et là encore, il y a la question de la référence qui arrive et qui est effectivement une question épineuse là aussi. Donc si on peut passer à la diapo 8. De cette définition, on peut tirer 6 grands principes de conception d'un suivi. Donc, premièrement, le suivi repose sur des hypothèses et des objectifs. Ça, c'est un point de départ qui est très important et malheureusement pas toujours bien défini. Ensuite, l'idée, c'est de vérifier le niveau de conformité avec ce à quoi on s'attend et de détecter les tendances. Et enfin, la question de comment on choisit les données de suivi et les autres informations à recueillir, notamment les facteurs explicatifs. Donc, c'est-à-dire dans le petit graphe qui est en bas, en premier, tout d'abord, on formule son hypothèse, on explicite les objectifs qui en découlent, on choisit les indicateurs appropriés, et à la suite, on espère une évolution positive de ces indicateurs et on compare avec le niveau de conformité auquel on s'attend. Donc sur la diapo suivante, par rapport à ces 3 premiers principes, le Centre britannique sur la restauration des rivières, il propose de définir les objectifs selon la méthode SMART, donc avec des objectifs qui sont spécifiques à l'opération de restauration, qui sont mesurables, atteignables, c'est-à-dire donc faisables et opérationnels, réalistes par rapport aux ressources mobilisables, qui est également un point important, et temporellement définis. Donc, notamment, on a des exemples qui sont juste en dessous, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Par exemple, suite à l'arasement d'un seuil, on réduit de 30% la largeur du cours d'eau de 60 mètres en amont. Donc là, on est sur du mesurable et du spécifique. Et c'est facile à quantifier et on sait si on l'a atteint ou pas. Et défini dans le temps également. Alors, par la suite, sur la diapo 10, donc, il existe énormément d'indicateurs, des plus simples comme ce qu'on vient de voir, la variation de la largeur du cours d'eau, jusqu'aux plus complexes, c'est-à-dire notamment les indices DCE par exemple, qui sont conçus via plusieurs métriques. Et ce qui est important, c'est vraiment de faire appel à l'indicateur qui doit répondre aux objectifs du suivi. Donc, le guide qui va être présenté par la suite par Michael et Alexandra, il vous présente une panoplie de tels indicateurs potentiels.
Également, une phrase qui est issue d'un rapport d'Yves Souchon qui insiste sur le fait que faire appel à et respecter des protocoles standardisés pour pouvoir comparer les résultats dans le temps et entre sites. Et effectivement, c'est un des problèmes majeurs, c'est la variabilité des métriques et des indicateurs qui peuvent être utilisés et qui ne permettent pas par la suite la comparaison, mais à l'échelle d'un site et à l'échelle intersite. Même sur une même communauté biologique, on peut avoir tout un tas d'indicateurs différents et non comparables. Donc sur la diapo 11, merci. Par rapport aux 6 principes dont je vous ai parlé juste avant, donc le suivi il se base sur un recueil systématique dans le temps et dans l'espace des données de suivi et autres informations. Et il a une durée variable à plus ou moins long terme, mais une fin planifiée. Donc on vous a mis l'exemple d'un plan d'échantillonnage issu du suivi scientifique minimal, où donc limité dans le temps et dans l'espace, là donc on est sur par exemple une station restaurée et 2 stations témoins. TNA qui va être la témoin non altérée et TA qui sera la témoin altérée. Et ensuite, au niveau de l'échelle temporelle, on est donc sur au moins 1 an avant travaux, voire 3, et tous les 2 ans après travaux. Voilà, donc là, c'est un exemple d'échelle temporelle définie et avec une fin planifiée. Voilà, on peut passer à la suivante, diapo 12. Dans le cadre des suivis, on utilise souvent un design qui s'appelle BACI, ou avec Before After Control Impact, donc qui globalement en français, donc ça voudrait dire avant-après restauration, et avec une station témoin et la station restaurée. Après, donc il y a plusieurs déclinaisons de ce suivi, de ce design BACI. Donc avec soit juste sur la restaurée, le modèle le plus simple c'est avant-après travaux. Mais on peut également avoir soit, donc c'est la diapo suivante, la 14. Je suis allée trop vite. La 13, pardon, autant pour moi. Si c'est possible de revenir à celle d'avant, merci. Super. Et parfois, on a un design où on fait pas de suivi avant travaux, mais on fait juste après travaux, mais avec une restaurée et une témoin. Le problème de ces suivis, donc après sur la diapo 14, on a également le suivi donc BACI total, c'est-à-dire avec une station témoin, une station restaurée, après travaux sur les 2 stations. La diapo 15. Merci. Le problème des suivis de type BA, donc juste Before After, ou CI, donc c'est méthode synchronique qui est en bas du tableau, le problème c'est que c'est difficile d'attribuer de manière, comment dirais-je, rigoureuse les résultats qu'on a observés, c'est difficile de les attribuer à la restauration. Est-ce qu'on est sur un effet de la restauration ou sur une variabilité interannuelle, ou est-ce qu'il y a une différence entre les 2 stations restaurées ou témoins? Et c'est là qu'entrent en considération les designs BACI qui sont complets, donc avant-après travaux et sur des stations restaurées et témoins. Et après, on peut avoir plusieurs témoins, on peut avoir plusieurs années de suivi, plus que 2 ans. Et tout ça, ça aide à attribuer les évolutions observées à l'effet de la restauration, mais en sachant que plus on multiplie les stations et plus on augmente la durée du suivi, et plus ça mobilise les ressources. Et également, plus c'est difficile à trouver, parce que les stations témoins non altérées, c'est pas forcément évident à trouver sur les cours d'eau qu'on a l'habitude de voir. Voilà, donc ensuite sur la structure des suivis, diapo 16. Donc voilà, à noter également qu'il y a une structure temporelle donc à laquelle il faut bien réfléchir à l'avance, en amont.
et qui sera défini en fonction des objectifs, hein, comme la question du spatial, la question du temporel également. Est-ce qu'on sera sur un suivi continu, sur une chronique, c'est-à-dire, par exemple, sur un suivi de thermie qui pourrait être continu, un suivi discontinu qui suivra soit la biologie, soit l'hydromorphologie, etc. Ou un suivi ponctuel. Voilà, donc par la suite, on arrive au dernier grand principe sur la diapo 17, où les résultats du suivi, l'un des objectifs, c'est de définir des grandes actions de gestion. Donc ça introduit la notion de gestion adaptative. Et avec une idée, c'est soit pendant le suivi, on se rend compte que ça nécessite des ajustements et à ce moment-là, on peut mettre en place des mesures de gestion correctives. Soit à la fin du suivi, on se rend compte qu'il faut compléter ou travailler en amont, en aval et mettre en place d'autres mesures de gestion. Merci. Donc, finalement, pour résumer, il faut savoir, quand on décide de mettre en place un suivi, il faut savoir répondre aux questions. Pourquoi je mets en place un suivi sur ce site? Quelle est mon hypothèse? Quels sont les objectifs du suivi? Quelles données, pourquoi et comment? Quand est-ce que j'échantillonne et quelle sera la durée du suivi? Où est-ce que je positionne mes stations de suivi? Et qui fait quoi également? Et évidemment, combien ça coûte? En termes de temps et en termes de moyens. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez acquis et connu. Donc, sur la suite 19. Merci. Donc finalement, on sait ce qu'il faudrait faire pour concevoir de bons suivis, c'est-à-dire se poser ce type de questions. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Donc là, on en vient à la diapo 20 et aux travaux de Bertrand Morandi. J'ai peut-être une date, non, j'ai pas de date. 2014, qui a travaillé sur les pratiques de restauration, notamment en France et en Allemagne, et notamment le suivi. Et là-dessus, sur ce graphique, on voit qu'il y a énormément de suivi juste avant et juste après travaux, et plus on va vers un temps long après les travaux, et moins on a de suivi. Très généralement, on n'a qu'un suivi avant et un suivi après travaux. Mais on sait aujourd'hui que c'est problématique, notamment pour les suivis biologiques, parce que généralement, juste après travaux, on n'a pas forcément laissé le temps à la communauté biologique de se réinstaller et de retourner à un équilibre. Parfois, on peut avoir même des résultats qui donnent un milieu plus altéré qu'avant restauration, puisque bon, on a quand même impacté le cours d'eau en réalisant les travaux et il faut un temps de réajustement et de recolonisation. Donc ensuite, sur la diapo 21, ensuite, donc, là c'est un petit graphique pour montrer que finalement des suivis, les suivis en Allemagne sont encore moins suivis qu'en France. Donc finalement en France on n'est pas si mal que ça. Et en France on recourt surtout à des suivis de type avant-après restauration, tandis qu'en Allemagne c'est surtout des sites suivi synchronique, comme on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une station témoin et une station restaurée, mais seulement après les travaux. Et à partir de là, c'est très difficile d'en tirer une vraie conclusion sur l'effet de l'opération de restauration. Après, le problème en France, c'est que, effectivement, pardon, c'est allé trop vite. Merci. C'est toujours la diapo 21. En France, on suit un peu plus, donc là, c'est ce qu'on voit, et avec des avant-après travaux, mais très souvent, les données ne sont pas bancarisées, et c'est un des problèmes majeurs des suivis en France. Et là, c'est bon. Pardon, on peut passer à la diapo 22.
Et donc ensuite, Bertrand Morandi, toujours, il s'est intéressé ensuite aux différents compartiments qui étaient suivis, donc hydromorphologie, biologie, etc., avec tout un tas de suivis potentiels. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en France et en Allemagne, donc en France en noir et en Allemagne en grisé, on suit surtout l'hydromorphologie, les poissons et les macro-invertébrés. Hein, ça, historiquement, je pense que c'est assez connu. En Allemagne, on suit très peu la physico-chimie, alors qu'en France, c'est quand même relativement suivi. Et par contre, si on s'intéresse ensuite, donc c'est des travaux de Weber, si on s'intéresse aux différents indicateurs qui sont mis en place sur ces suivis d'opérations de restauration, on arrive à 36 indicateurs différents, juste pour l'élément poisson. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte que c'est extrêmement difficile de faire de l'intercite, puisqu'on a 36 indicateurs différents, ni forcément comparables, ni adaptables, voilà, il n'y a pas de possibilité d'intercomparaison. Donc on va passer à la 23. Donc là, on parle plus spécifiquement du suivi scientifique minimal, sur lequel on travaille en particulier, où on est sur un suivi qui est standardisé et conçu par des scientifiques et des techniciens et qui s'applique aux opérations de restauration hydromorphologique et en particulier aux projets ambitieux. L'objectif, c'est de proposer des préconisations de suivi par type d'opération de restauration en étant les plus exhaustifs possibles par rapport aux possibilités qu'on peut rencontrer, avec des protocoles qui sont standardisés. Donc on s'appuie surtout sur les protocoles DCE, parce qu'ils ont l'avantage d'être standardisés, ils ont l'avantage d'être réalisés en routine notamment par des bureaux d'études ou par des établissements publics. Il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisables sur ces protocoles. Et avec des infrastructures de bancarisation qui sont existantes pour stocker les données issues des suivis, même si ce n'est pas toujours évident. Et ensuite, aujourd'hui, on propose de plus en plus des outils d'analyse et d'interprétation de ces résultats, des protocoles DCE, que ce soit sur CARIS, que ce soit sur les indices invertébrés, les indices poissons, etc. Et l'idée, c'est donc de proposer des résultats sur l'efficience des travaux à l'échelle du site, donc de permettre au gestionnaire de savoir exactement quels sont les effets de son opération, mais également par la suite de faire de l'intercite à moyen terme et de voir les différents effets des opérations de restauration sur les communautés biologiques, sur l'hydromorphologie, éventuellement de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui répond le mieux, pour pouvoir adapter par la suite les suivis et les travaux. Du coup, sur la dernière diapo, la diapo 24, en conclusion, la question, est-ce qu'il faut mettre en place un suivi ? Évidemment, oui, mais il faut impérativement sélectionner le site à suivre en prenant en compte le contexte. Effectivement, il faut prendre en compte le BV, faire un diagnostic des pressions, savoir si on a une qualité d'eau qui est limitante, est-ce qu'on va être limité au niveau des altérations du bassin versant, est-ce qu'il y a des prélèvements d'eau, etc. Et respecter les 6 principes du suivi, donc du suivi SMART dont on parlait tout à l'heure. Choisir des protocoles standardisés et des indicateurs appropriés. Donc ça, je pense qu'on en a pas mal parlé. Et bancariser les données de suivi, ça c'est absolument indispensable parce que malheureusement, il y a beaucoup de données qui se perdent en restant soit à l'échelle d'un équipement individuel, soit sur des fiches terrain qui finalement ne seront jamais saisies, et c'est quand même assez dommage. Et les informations relatives au projet, parce qu'il y a également un autre problème, c'est de dire, voilà, on a eu une pollution telle année, où finalement il y a eu un gros relargage de sédiments, finalement qui va expliquer pourquoi est-ce que le suivi de telle année il sera très altéré. Et ça, si on n'a pas cette information, finalement, on va avoir du mal à comprendre ce qu'on a trouvé. Et enfin, utiliser une structure de suivi temporelle et spatiale appropriée.
Donc attention au suivi trop court pour la biologie notamment, qui peuvent parfois être improductifs comme on en a parlé tout à l'heure. Finalement, je pense qu'il y a une vraie question sur les moyens dont on dispose et sur le fait d'être réaliste comme le propose Smart, et de se dire finalement si les moyens sont limités, il vaut mieux faire quelque chose de restreint mais sur lequel on a plus de chances d'avoir quelque chose plutôt que de faire un suivi qui va être à moitié réalisé, à moitié bon et dont on pourra rien faire en fait. Voilà, je pense que la dernière diapo. Voilà, je vous remercie de votre attention.